l'eau est la source de vie. L'eau est la source de la mémoire originelle. Et cette source de vie porte la mémoire originelle de toute la terre, de tous les enseignements qui ont été donnés aux anciens peuples, au peuple premier. Et c'est important de la garder pure, de garder cette mémoire originelle de la terre. Pourquoi c'est important ? Nous sommes constitués à peu près à 70-75% d'eau. Toutes nos blessures, toutes nos souffrances que nous avons emmagasinées au fil de notre existence, eh bien ces blessures et ces souffrances-là, les cristaux de notre eau intérieure conservent la mémoire de nos blessures. Tous nos cristaux conservent la mémoire de tout ce que nous avons vécu. Donc à chaque fois que nous vivons un traumatisme, de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, eh bien les cristaux d'eau que nous possédons, les cristaux d'eau qui sont à l'intérieur de nous, s'assombrissent à travers nos blessures. Si nous voulons remettre de la lumière dans ces cristaux-là, dans ces cristaux d'eau, si nous voulons remettre de la lumière dans notre existence, c'est important de pouvoir bénéficier d'une eau pure, boire de l'eau pure et remettre de la lumière dans les cristaux qui se sont assombris au fil de notre évolution. Il y a des travaux qui ont été faits sur la mémoire de l'eau. Tout le monde connaît maintenant ces travaux qui ont été faits et qui ont été prouvés scientifiquement. Eh bien, c'est pareil pour notre eau intérieure. Comprenez bien ça. Si nous voulons remettre de la lumière vraiment dans notre entièreté, dans notre humanité, dans ce que nous sommes, c'est important de préserver l'eau pure sur la terre et de pouvoir bénéficier de cette eau pure pour que les cristaux de notre eau intérieure retrouvent toute la lumière pour pouvoir émaner justement cet amour. Pour que le chamanisme rencontre le développement personnel aujourd'hui, il y a eu tout un tas d'étapes. Quand on regarde quels sont les outils qu'on a utilisés pour aller mieux, hein, quand on revient au départ, la psychiatrie, la psychanalyse, la psychiatrie a été mise en place essentiellement pour aider les déments, pour aider les fous, et progressivement, la psychiatrie a fait beaucoup de progrès, la psychanalyse a rencontré la psychiatrie, et puis on a utilisé ces outils-là, pas seulement pour soigner les démons, mais pour aller mieux d'une façon générale. Et on a commencé à s'intéresser à l'esprit humain, et qu'est-ce qui fait qu'on peut aller mieux en prenant conscience que le bien-être, d'ailleurs quand on reprend la définition de la santé dans la définition de l'OMS, hein, il s'agit d'un bien-être total, physique, psychique et social, qui est autre chose qu'une absence de maladie. Et donc c'est ce qui fait que quand on s'est intéressé à ce bien-être, je pense à Jung qui a fait beaucoup de liens entre l'inconscient,
qu'il interrogeait, qu'il scrutait dans toutes les directions, et l'inconscient collectif, l'inconscient des lieux, la psychogénéalogie, etc. On s'est rendu compte que tout était lié et qu'au-delà de notre psyché, simplement de la psyché de notre propre personnalité, il existait un inconscient collectif. C'est sur ce sujet d'ailleurs que Jung et que Freud se sont fâchés, entre autres. Et Jung pour moi, fait partie des êtres qui ont probablement fait les premiers liens entre ce qui allait devenir le chamanisme ou le néo-chamanisme et la thérapie. Aujourd'hui, les outils qui sont issus du chamanisme, les outils qui sont issus de la méditation, qui sont issus du tantra et qui sont issus de la psychologie se rencontrent et naturellement, dans le développement personnel, on cherche à établir une guérison du corps physique, de l'esprit, du corps social et du corps énergétique. Et donc, c'est ce qui fait que des outils comme la méditation, comme la visualisation, comme le son, que ce soit le son du tambour, le son des chants, le son des mantras, le son des sonorités sacrées comme les Om, les A, les Hung, les Ri, etc., qui sont des sons sacrés qui sont complètement issus du chamanisme. La visualisation créatrice, le dessin de mandala, tout ça sont des approches qui sont issues pour l'essentiel du chamanisme, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on peut peut-être parler de néo-chamanisme ou d'un chamanisme moderne, parce que c'est bien difficile aujourd'hui de pratiquer le chamanisme. Il faudrait pouvoir vivre complètement dans la nature, et les chamans, moi avec qui j'ai eu la chance d'étudier le chamanisme, souvent se passaient de manger pendant 3 mois ou allaient passer du temps 3 mois dans une grotte, les yeux bandés, seuls dans l'obscurité, etc. Et ce sont des pratiques qui sont difficiles à transmettre aujourd'hui, à se transmettre, notamment dans une civilisation de plus en plus urbaine, pas seulement en Occident, mais je pense aussi en Mongolie, par exemple, où les chamans se rapprochent de plus en plus des villes. Donc c'est ce qui fait que tous ces outils issus du chamanisme, issus de la sagesse, issus de la méditation, issus du tantra, se rencontrent et s'unissent pour accompagner l'être humain simplement à aller mieux. On dit très souvent que l'amour naît de la tension des contraires. L'énergie naît de la tension des contraires. C'est-à-dire quand il y a une grosse tension, quelque part, le contraire peut faire naître l'amour. La tension des contraires est tout le temps présente, et c'est très bien d'essayer de la regarder en face, sans aller crier avec les loups, ou croire que par des prières, que par des évocations, que par des invocations, on va changer quelque chose. C'est au centre de nous-mêmes, dans le cœur, qu'on peut sentir cette tension des contraires. Elle est en nous à chaque instant. J'ai envie de faire ça, et j'ai en même temps envie de faire tout à fait autre chose. Et ça, il faut aussi le regarder en face. Regardons, n'essayons pas trop de mettre notre conscience dans les effets, mais allons chercher les causes avec profondeur. C'est le moment d'apporter cette conscience profonde pour mettre le monde nouveau en face de toute la douleur du monde ancien qui s'écroule. On dit aussi que rien ne peut naître sans d'abord mourir. Quelque chose doit mourir pour naître à nouveau. Et dans cette ombre et dans cette souffrance d'aujourd'hui, si on écoute, si on regarde, si on se voit étant, on voit que soi-même, à chaque instant, on peut choisir la lumière. Mais il faut la choisir. Et c'est quelquefois un acte de rééducation volontaire. Je choisis, et donc je décide de ne plus aller. Je vais encore dire une petite histoire. Je choisis, je décide de ne plus boire. Je choisis de boire un verre de vin au lieu d'en boire 1 litre. Et je suis plus conscient. J'ai choisi de moins prendre de... J'entendais de moins prendre de pétards, comme ils disent. Et malheureusement, j'entends souvent des adolescents qui viennent me raconter qu'ils fument en cachette de leurs parents. Mais que les parents, ils ont fait ça. Alors pourquoi ils feraient autrement?
Eh bien, je dis que c'est là qu'il faut oser regarder ça. Mettre un petit bout de conscience dans chaque pensée, dans chaque éducation, dans chaque moment. J'ai envie de fumer un pétard. Tiens, je ne vais pas le faire. Et c'est dur des fois. Mais en faisant cette petite chose toute simple, ah, mon enfant va aussi le faire. Et l'humanité va l'entendre aussi. En choisissant de moins boire, de moins manger, de moins dépenser, de ne pas prendre l'argent d'une façon tout à fait mauvaise, toutes les choses pourront bouger. Et plein de petits détails. Je suis vieille, je ne peux pas raconter des choses très modernes, mais ça, je le vois, je le sens. Et surtout, je suis sûre que c'est vrai. Toute petite chose contient la conscience qui va faire les grandes choses. Et de la tension des contraires naît cette énergie créatrice qui ne peut être que de l'énergie d'amour, puisque le monde a été créé avec cette énergie, de la tension des contraires. Bonjour Edith, merci pour être là. Est-ce que tu peux te présenter, Edith? Oui, bonjour Anna. Je suis coach en développement d'activité et particulièrement pour des femmes d'affaires, des artistes, en fait des personnes qui sont des influenceurs, qui vont influencer le monde par leur activité. Alors, qui sont les influenceurs, Edith? Les influenceurs, ce sont des personnes qui ont, d'abord, que l'on repère, que l'on remarque et qu'on va observer comme étant des modèles, des références. Et ce sont surtout des personnes qui, par leurs actions, contribuent à bouger le monde, qui vont avoir un véritable impact. Impact par leur métier, par leur visibilité et par leur choix d'action. Et c'est très important, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui qui a considérablement des enjeux à résoudre. Et être un influenceur, c'est, surtout si on est bien calé où il faut, c'est être capable de faire bouger les choses dans le bon sens. Et je pense aujourd'hui que chacun, et ce que j'ai envie de partager d'ailleurs dans cette conférence avec toi, c'est que chacun d'entre vous, là où vous êtes aujourd'hui, vous puissiez utiliser les clés importantes, et il y en a 4, qu'utilisent tous ces grands de ce monde qui ont un impact. Et vous pouvez le faire là où vous êtes aujourd'hui. Et ce que j'ai envie de partager, c'est les secrets, les 4 grands secrets des personnes qui font bouger le monde, pour que chacun de vous puisse aussi en profiter. Le thème que j'aimerais aborder cette année, c'est comment incarner et manifester pleinement notre raison d'être profonde. Tu peux déjà nous expliquer quelle est cette raison d'être profonde? Bon, déjà, la raison pour laquelle j'ai choisi de partager ce sujet, c'est parce que c'est le sujet où c'est les questions qui reviennent le plus souvent dans les accompagnements que je fais avec les gens que je rencontre, dans les stages ou les accompagnements individuels. C'est souvent, qui suis-je? Et qu'est-ce que je peux faire dans ma vie qui correspond à qui je suis? Et souvent, il y a ces difficultés, donc ça se présente de différentes façons. Il y a certains, on cherche depuis des années à trouver, à se rendre utile dans la vie, à trouver une activité qui leur correspond et ne la trouvent pas. Il y a toujours un sentiment d'insatisfaction. Pour d'autres qui veulent être fidèles à qui ils sont, ils se disent mais ok, mais qui je suis dans le fond? C'est quoi mes vrais besoins? J'ai même un ami coach en Belgique qui accompagne des gens dans l'intention d'être fidèles à eux-mêmes, d'être vraiment en intégrité avec eux-mêmes. Mais quand il leur dit soyez intègres avec ce qui est juste important pour vous, ce qui est vos besoins, parfois les gens lui disent ok, ça on comprend, mais je sais pas, c'est quoi mes besoins? Je sais pas ce qui est juste pour moi, je sais pas ce qui est important pour moi. Et en fait, ce décalage, ces difficultés, vient du fait qu'il y a souvent une confusion dans la raison d'être profonde entre la raison d'être extérieure et la raison d'être intérieure. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a chacun une raison d'être extérieure, c'est-à-dire c'est ce qu'on fait dans la vie. C'est plus à propos de ce qu'on fait. Et une raison d'être intérieure, c'est en lien avec qui on est. On parle bien de raison d'être, on parle pas de raison de faire. Mais souvent, on se dit, ce que je fais, c'est ma raison d'être. Et il y a cette confusion, et donc on va se chercher au travers de ce que l'on fait,
on va essayer de se trouver, on va essayer de enfin être qui on est, en essayant de trouver la bonne activité, en faisant la bonne chose, et c'est pas forcément des activités professionnelles, c'est-à-dire quelqu'un peut se chercher dans le fait de mettre des enfants au monde, de fonder une famille, ça peut être à des tas d'endroits différents, hein. Et il y a ce décalage ou cette insatisfaction ou le fait de ne jamais sembler trouver ce qui nous remplit complètement parce que justement il y a l'ignorance de notre raison d'être profonde, c'est-à-dire de qui on est vraiment dans le fond. Donc, par exemple, quand on est déconnecté de qui on est profondément, on peut avoir des doutes sur notre valeur, ou est-ce que je suis utile? Est-ce que je sers à quelque chose? Est-ce que je suis vraiment insignifiant? Ou est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter dans ce monde?